Nous sommes le 4 juin 1999 à bord du trimaran Rose Noel. Cela fait 3 jours que le bateau a quitté le port de Waikawa en Nouvelle-Zélande et qu'il fait cap vers les îles Tonga. Son équipage n'est pas banal. En effet, seul John, le skipper, sait naviguer. Tous les autres sont novices et ont été recrutés la veille du départ pour remplacer l'équipage chevronné qui s'est désisté au dernier moment. Jim et Cuisto, Phil et Rick sont moniteurs de canoë-kayak. Ils croyaient tous les trois avoir embarqué pour une croisière tranquille d'une quinzaine de jours, à profiter du soleil et à apprendre les rudiments de la voile. Mais le destin en a décidé autrement. C'est l'histoire formidable de ces hommes que je vais partager aujourd'hui avec vous. Cela fait maintenant 48 heures que le trimaran frappe dans les vagues. 48 heures que l'équipage du Rose Noel ne peut pas faire un pas sans se cogner, boire un verre d'eau sans en mettre partout, dormir sans faire de bond dans sa couchette. À la barre, Jim tente de maintenir le voilier sur sa route. Mais la mer est déchaînée. Les déferlantes frappent le voilier qui paraît minuscule face au mur d'eau qu'il faut négocier avec doigté. Et Jim n'a jamais barré avant ce jour. John lui reprend la barre des mains. À 60 ans, il connaît son bateau sur le bout des doigts. Il l'a construit et le Rose Noel et lui en ont vu d'autres. Ce qui n'est pas le cas des autres membres de l'équipage et cela se voit. La tempête de fin d'hiver austral a surpris l'équipage après seulement un jour de mer. Le vent souffle à 60 nœuds. John est concentré à la barre. Les autres se sont regroupés à l'intérieur autour de la radio et tentent de capter un bulletin météo. Mais tout ce qu'ils reçoivent, ce sont des bribes d'informations relatant des manifestations étudiantes sur la place Tiananmen. Mais ils s'en fichent, tout ce qui les intéresse, ce sont ces vagues qui n'en finissent plus de frapper le bateau. Soudain, c'est une déferlante qui frappe plus fort que les autres. Ils sont valdingués dans le carré comme des quilles au bowling. Pour Phil, c'en est trop. Il se saisit de la VHF pour appeler des secours, mais personne ne semble l'entendre. La BLU, John, elle a une portée bien plus grande. Si tu envoies un SOS, on pourrait nous envoyer des secours. John est le seul à connaître le maniement de cette radio, mais il ne veut pas s'en servir. D'abord, parce qu'il ne croit pas vraiment aux dangers qui les menacent. Des situations difficiles, il en a vu d'autres. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de blessés. Le bateau avance bien, rien n'est cassé à bord. Et enfin, parce qu'il n'a pas de licence BLU. « Bon sang, John, on est en détresse, on va se retourner !» crie l'équipage d'une même voix. « On ne va pas se retourner, les gars, ce bateau ne se retournera jamais, jamais !» Mais pour l'équipage, l'issue de cette tempête ne fait aucun doute. Jamais le trimaran ne pourra résister. La nuit passe, le jour commence à pointer. Le bateau est toujours en parfait état, donnant raison au skipper. Le sat-nav situe leur position à 140 000 à l'est de la Nouvelle-Zélande. Dans le carré, chacun tente désespérément de grignoter quelques minutes de sommeil. Soudain, le voilier arrête de taper. Tout devient calme, trop calme. Jim se crispe et regarde autour de lui. Les autres sont dans la même position d'attente. Une vague monstrueuse engloutit le bateau dans un bruit terrifiant. Ils sentent le trimaran déraper, puis tout bascule. Les objets les plus divers, aussitôt suivis par les hommes, sont propulsés à travers le carré. Puis, tout devient calme. Ça y est, on est à l'envers. Les 4 hommes se lèvent, ils sont debout sur ce qui était le plafond du carré. Tous les membres de l'équipage se tapent sur l'épaule, soulagés d'être tous encore là et sans la moindre blessure. Mais l'eau commence à monter. Par réflexe, ils ramassent tout ce qui flotte autour d'eux, dont la balise de détresse, puis ils se glissent dans la cabine du skipper. Son entrée, très basse en situation normale, est au-dessus du niveau de l'eau à présent. C'est l'unique place sèche du bateau. Ils y stockent ce qu'ils peuvent y récupérer. 2 hommes, de l'eau jusqu'à la ceinture, découpent une ouverture dans la coque, désormais hors eau. D'abord pour respirer et ensuite pour y placer la balise de détresse qu'ils viennent de déclencher. Mais cette balise n'étant pas satellite, il reste à espérer qu'un navire ou un avion puisse recevoir son signal. Une chose est sûre, ils ont 5 jours pour être repérés car ensuite sa batterie sera vide et elle cessera d'émettre. Le bateau est désormais relativement stable et l'eau ne monte plus. Les 4 hommes sont dans le noir, entassés dans la cabine du skipper, coincés entre tous les objets qu'ils ont récupérés. Cet espace leur paraît bien petit et Phil est sur les nerfs. Il a peur que le bateau se retourne à nouveau et qu'ils se retrouvent tous coincés dans la cabine, noyés par les tonnes d'eau qui s'engouffreraient dans le bateau.
John tente de lui expliquer qu'un multicoque, une fois retourné, ne peut pas revenir à l'endroit. Mais Rick lui rappelle que tout à l'heure, il leur avait dit également qu'il ne pouvait pas se retourner. Pour Rick, la situation est claire. Ils sont désormais naufragés. Et la survie, c'est son domaine à lui. Des stages, il en a fait des tas. D'abord comme stagiaire et ensuite comme formateur. Alors John n'a plus qu'à se taire. Le 6e jour, la tempête se calme. Les 4 hommes plongent dans l'eau froide et sortent du bateau par une grande ouverture qu'ils ont découpée dans la coque. Dehors, il fait beau. Le trimaran ressemble à une grosse baleine flottante sur la mer lisse. Les naufragés profitent du soleil pour reprendre des forces. Après quelques jours de calme, la mer forcit de nouveau. À l'intérieur, les naufragés tentent d'empêcher les vagues d'inonder leur petit abri. Mais à chaque mouvement de la mer, l'eau s'engouffre par l'ouverture qu'ils ont fait dans la coque pour pouvoir sortir du bateau. Rick et Jim tentent de bloquer cet accès en maintenant un matelas devant le trou béant, pendant que Phil et John sont blottis dans leur abri, tentant d'échapper aux éléments. Mais la mer arrive à rentrer par la moindre faille. Rick et Jim, qui combattent maintenant depuis plusieurs heures, sont trempés et glacés. Ils font appel à leurs compagnons pour qu'ils viennent les remplacer pour qu'ils se réchauffent un peu. Mais personne ne répond. Sans lâcher le matelas, les 2 naufragés supplient Phil d'au moins venir entre eux pour qu'ils puissent bénéficier de sa chaleur. Sans un mot, Phil cède, se lève et se glisse entre les 2 hommes. Il le serre tour à tour dans leurs bras pour pouvoir récupérer un peu de chaleur. Dans son coin, John reste immobile, muet. Le lendemain, quand Phil et John sont à leur tour en train de batailler avec le matelas pour empêcher l'eau d'entrer, Rick et Jim ne font pas un geste. Chacun son tour. Pourtant, sans rien demander à personne, John plonge tous les jours dans une eau glacée à la recherche de nourriture pour les 4 hommes. La leçon est claire, ils ont besoin les uns des autres. Ils tiennent maintenant depuis 39 jours. Une routine s'est installée. Une pluie providentielle leur a même permis de refaire leur réserve d'eau douce. Mais chaque jour est difficile, leur survie ne tenant qu'à un fil. Ils continuent à dériver, espérant qu'un bateau les verra. Le tangon a été érigé sur la coque retournée, avec des fanions sur les haubans de fortune. Grâce à John, un système ingénieux de récupération d'eau a été aussi fixé au tangon. Avec le temps, les hommes commencent à mieux se connaître. Ils parlent de leur épouse, dévoilent leurs faiblesses, leurs rêves, leur espoir. Rick raconte sa tumeur au cerveau qui a failli l'emporter. John, lui, ne dit rien de son cancer. Pourtant, les autres commencent à l'apprécier. Dès qu'il faut réaliser quelque chose, il est d'une formidable efficacité. Le seul problème avec lui, ce sont les rapports humains. John est un ours qui se suffit à lui-même. Les hommes ont espéré longtemps que leur retard aux îles Tonga relancerait les recherches. Mais ils n'ont rien vu. Pas un avion, pas un bateau. Personne n'avait leur position au moment du chavirage. Ils ne peuvent compter que sur eux. Quelques jours plus tard, Phil fait l'objet de griefs de l'ensemble de l'équipage. En effet, depuis le début de la dérive, Phil fait preuve d'une incroyable maladresse. Et ce soir, alors qu'il tentait de pêcher avec l'unique ligne du bord, Phil a lancé un juron. « Tu n'as pas perdu la ligne, n'est-ce pas, Phil ?»« Bah, si, je crois bien que je l'ai perdu, les gars. » Au coucher du soleil, les 4 hommes sont réunis pour une discussion sérieuse. Ils parlent chacun une quinzaine de minutes sans que Phil ne dise mot. Il écoute, la tête baissée. Il lui reproche d'avoir l'esprit ailleurs et de passer son temps à perdre des objets essentiels pour la survie de tous. Ils disent aussi que pour survivre, on a besoin les uns des autres et qu'ils veulent qu'ils reviennent parmi eux. Quand il comprend que tout le monde a fini de parler, il dit d'une voix cassée : « Vous avez raison, je sais que je perds des trucs, mais je ne le fais pas exprès. Ma famille prend toute la place dans ma tête, mais je veux revenir dans l'équipe. » Le 29 septembre, le trimaran flotte toujours. Rien ne leur permet de faire le point. Ils dérivent, ils le savent, mais vers où ? Depuis 2 mois maintenant, l'épave du Rose Noël dérive, et la nourriture devient une pensée permanente. En quittant le port, il y avait à bord de quoi nourrir l'équipage pendant plusieurs mois. Mais la mer a avalé l'essentiel des réserves. Quant à la pêche, ça ne donne pas grand-chose. Rick avait bien un moment réussi à attraper quelques poissons avec un harpon, mais cela n'a pas duré. Les poissons ont vite appris à se méfier de ces drôles de pêcheurs. Mangez, 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 les 4 hommes ne pensent qu'à ça. Il y a quelques jours, Phil et Jim en sont presque venus aux mains car ils avaient repéré une cacahuète dans la mousse du matelas. Après la bousculade, Jim a éclaté de rire. Si on est prêt à se battre aujourd'hui pour une cacahuète, comment sera demain ? Le 29 septembre, le trimaran flotte toujours.
Rien ne leur permet de faire le point. Ils dérivent, ils le savent, mais vers où? Un peu avant minuit, ils sont encore dehors, tant la chaleur est suffocante. Au loin, ils aperçoivent les éclairs d'un orage qui semble leur arriver droit dessus. Vers 1 heure du matin, alors qu'ils sont toujours dehors, les éclairs se sont rapprochés. Ils sont d'une étonnante régularité. À 2 heures du matin, ils commencent à en discerner l'origine. Il s'agit d'un phare, et ils font route dessus. Ils décident de faire des quarts. C'est John qui prend le premier. Les 3 autres retournent à l'intérieur pour se reposer un peu. Une demi-heure plus tard, John se glisse à son tour dans la cabine étroite et dit simplement « Je viens de voir un bateau, mais il est trop loin pour qu'il puisse nous voir. » Aussitôt, Phil bondit à l'extérieur. « Merde John, ce bateau est vraiment très près, il faut lui faire des signes. » John lui répond que cela ne servait à rien, qu'il est trop loin et qu'il faut mieux préserver les piles de la lampe. Rick veut sortir à son tour. Il se saisit de la lampe torche. Mais John lui barre le passage. Les 2 hommes se disputent alors. Mais Rick prend rapidement le dessus et se précipite à l'extérieur. John et Jim restent à l'intérieur sans dire un mot. 5 minutes se passent dans un silence absolu. Quand soudain, John bondit à l'extérieur. La bagarre est proche. Jim sort à son tour et découvre Jack assis sur un fauteuil. Il observe Rick perché sur les épaules de Phil qui essaye de tenir l'équilibre pendant que Jack fait de grands gestes pour essayer d'attirer l'attention du bateau. Ne sont-ils pas ridicules? Le bateau est peut-être à 1 mille de distance, mais il ne les voit pas. Les 4 hommes retournent dormir à l'intérieur du trimaran. Quelques heures plus tard, Jim se réveille et retourne sur la coque retournée. Machinalement, il regarde la mer. Mon Dieu! Au nord, une terre se détache nettement. Il voit les plages de sable et les collines verdoyantes. Pendant quelques minutes, il reste sans voix. Aucun son ne sort de sa gorge. L'émotion le submerge. Quelques heures plus tard, le Rose Noël se fracasse sur l'île de Great Barrier au large de la Nouvelle-Zélande. Par chance, les 4 hommes arrivent à prendre pied sur les rochers sans se blesser, alors que le bateau se disloque sur les roches. Les habitants de l'île leur portent rapidement secours et préviennent les autorités. Le soir même, c'est par hélicoptère qu'ils retournent en Nouvelle-Zélande. Hospitalisés quelques jours, ils mettront cependant plusieurs mois pour récupérer complètement. Il leur faudra aussi lutter contre la presse et les autorités qui ne croient pas tout de suite au récit de leur aventure. Mais la consultation des bulletins météo et l'analyse des coquillages sur ce qui reste de la coque finiront par convaincre tout le monde. Par la suite, John Glennie va écrire un livre, ainsi que Jim Nalekpak. 1 an et demi après leur sauvetage, Rick meurt d'une tumeur au cerveau. Allez les amis, il est temps de faire le bilan de cette histoire. Allez, je me suis mis à la table à cartes pour faire le bilan de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui est sorti en premier lieu dans les rapports d'accident? C'est le niveau des équipiers. Les équipiers étaient tous débutants, hein, il n'y avait que le skipper qui était qualifié, et le skipper n'a pas tenu compte de ce fait, c'est-à-dire lui il était pressé de partir, il est parti même avec un avis de tempête qui était déjà là avant le départ, donc il a pris la mer alors qu'il y avait un avis de tempête, et de plus, circonstance aggravante, c'est qu'il est parti avec des équipiers novices, donc ça c'était une grosse erreur de sa part. Alors il faut savoir, c'est qu'un skipper, il doit toujours, aussi bon soit-il, son bateau peut être préparé d'une façon exceptionnelle, ça ne garantit pas du tout de pouvoir s'en sortir. En plus, quand on a des équipiers, la responsabilité de ceux-ci lui incombe complètement. Donc il faut toujours, en tant que skipper, se baser sur le maillon le plus faible, c'est-à-dire sur l'équipier le plus faible qui est à bord. Alors dans cette histoire également, les équipiers avaient peur, une fois le bateau mis à l'envers, que le bateau revienne à l'endroit et que ça les propulse de façon très violente. Il faut savoir que contrairement à un monocoque, un retournement sur un multicoque est beaucoup plus violent, parce que rien que par sa largeur, en fait, l'amplitude du retournement est énorme. Et quand vous tombez de l'autre côté, c'est un choc extrêmement violent. Le monocoque, il a tendance à tourner un peu comme une machine à laver sur lui-même, donc c'est beaucoup moins violent dans le retournement, tout en restant très violent. Contrairement également au monocoque, donc le trimaran ne peut pas se redresser une fois qu'il est à l'envers, il est à l'envers et c'est pour toujours.
contrairement au monocoque. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'histoire, là je vous mets le lien ici, du retournement qui s'est fait sur un monocoque du côté du Cap Horn. Vous pourrez voir la différence dans l'histoire. Mais donc une fois retourné, le trimaran reste à l'envers. Les multicoques, de façon générale, sont obligatoirement insubmersibles. Donc ils resteront en surface, bien sûr. Quantité d'eau va rentrer à l'intérieur, mais ils vont rester insubmersibles. C'est dans la réglementation, hein. Donc, de ce côté-là, ils étaient à l'abri à l'intérieur et ils ne risquaient pas de repartir dans un tour. Ils étaient en sécurité. Alors, dans notre histoire également, la balise, ça peut en surprendre beaucoup aujourd'hui, car aujourd'hui, toutes les balises sont reliées à un satellite. Mais dans notre histoire, on était aux prémices des balises, et là, elles n'émettaient que sur des longueurs d'onde qui pouvaient être uniquement captées par des bateaux, une station terrestre éventuellement, ou des avions. Aujourd'hui, on a des balises vraiment performantes qui vont émettre des ondes sur 406 MHz sur les réseaux satellites internationaux qui dépêchera très rapidement sur site des secours. Même les secours les plus proches, ils pourront tout à fait détourner des cargos qui sont autour de vous. Ils seront prévenus même si les cargos n'ont pas la possibilité par eux-mêmes de capter vos appels de détresse. Il émet également un signal de radio-guidage en 121 MHz pour aider les secours arrivant à proximité. Il vous permettra de mieux vous repérer. Ils vont être guidés exactement comme ça, avec un entonnoir. Ils vont être dirigés droit sur vous, ce qui va gagner du temps pour la récupération. Certains modèles sont aussi équipés de GPS, ce qui permet une localisation encore plus rapide et beaucoup plus précise. Et d'autres encore ont la technologie AIS qui est intégrée. Cela permet d'être repéré facilement par les secours, mais aussi par un bateau environnant équipé d'un récepteur AIS, car là, le bateau par lui-même, sans intermédiaire du CROSS ou d'autres services de secours, va voir apparaître sur son ordinateur un signal disant que vous êtes en détresse. On voit également dans cette histoire qu'il y a eu beaucoup de tensions dans l'équipage, parce que même une fois que cette aventure a été terminée, ils ne se sont pas revus du tout. Ils sont restés très froids les uns avec les autres, alors que très souvent, ça soude les personnes, ce genre d'aventure. Alors, j'aimerais étudier avec vous, c'est la pyramide de la survie. Donc, je vous emmène sur mon ordinateur et on va regarder ça ensemble. Alors voilà, dans cette pyramide des moyens, on voit que la partie la plus importante, c'est l'attitude et l'état d'esprit, ce qui a beaucoup manqué à notre équipe. Ça, c'est ce qui est le plus important, c'est la base de notre pyramide. Ensuite, le savoir-faire, les connaissances, compétences, les principes, protocoles, tout ça. Donc, il faut savoir que les survivalistes, très souvent, puisque là, on est un peu comme des survivalismes, ils ont tendance à vouloir émettre énormément de stocks, de nourriture, d'armes, de choses comme ça. Nous, quand on est en bateau, s'il y a un problème, le fait d'avoir beaucoup de choses, ça peut aider bien sûr, mais ça ne va pas être le plus important. Ce qu'on aura toujours, et ce qui ne pourra pas s'épuiser alors que la nourriture s'épuise, c'est notre savoir-faire. C'est-à-dire que chaque chose que vous aurez préparée avant, c'est-à-dire apprise, apprendre à survivre, apprendre à filtrer l'eau, apprendre à vraiment tout ce qui est les techniques de survie, les techniques médicales, tout ça vous servira toujours. C'est-à-dire que là où les autres n'auront plus rien dans leur à manger, vous trouverez toujours le moyen de vous procurer à manger, toujours le moyen de vous guérir. Ça, donc gardez ça en tête. Toujours prévoir avant de partir d'accumuler un maximum de connaissances, ce qui est le plus important finalement. Ensuite, on voit dans cette pyramide qu'il y a la physique santé. Effectivement, essayez de garder déjà, avant de partir, d'avoir un état physique et de santé parfait, avec un bon suivi médical avant de partir. Mais une fois que vous êtes en période de survie, la santé et le physique restent importantes. C'est-à-dire, pensez à essayer de vous nourrir de façon la plus équilibrée, dormir le plus possible. Ça, c'est une opération en survie qui est extrêmement importante. Garder de la chaleur, perdre du temps à mettre des choses en place qui vont vous permettre de préserver votre chaleur, de vous permettre de rester au sec. C'est un temps que vous allez récupérer au centuple par la suite, ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort.
Et en dernier, on voit que tout en haut, ce qui reste, c'est le matériel, le matos qui reste à bord, c'est-à-dire ce que vous aurez préparé, emmené à bord, par exemple, je dirais un désalinisateur manuel ou des choses comme ça, de quoi récupérer de l'eau, plein d'autres choses. Vous voyez, mais le matériel finalement est ce qui est le moins important. Voilà les amis, on a fini ce bilan, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas de me mettre vos commentaires là, en dessous, hein, parce que plus on a de commentaires, plus on apprend des uns des autres, hein, parce qu'il y a des choses que moi j'ai pas le savoir fini, hein, je me sers de des comptes rendus qu'on m'a envoyés au niveau des accidents que je relate ici. Bon, quelques connaissances personnelles, mais les connaissances de chacun, c'est un plus, et ça, je compte sur vous. N'hésitez pas à me le mettre. Je tiens à remercier Mu aussi de m'avoir encore une fois accompagné sur ce projet, tant au niveau des recherches qu'au niveau de la caméra. Et puis, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, ça c'est important si vous voulez pas oublier si vous ne voulez pas passer à côté d'une histoire de mer ou d'un tuto ou d'une enquête, vous allez voir éventuellement aussi, pas pour moi, mais là, tout ce que fait Mu, a fait des trucs super intéressants en ce moment sur la vie à bord, donc je vous le conseille. Voilà, allez, en attendant, je vous souhaite à tous une super mer. Bientôt, on réarme les bateaux et on se retrouve sur l'eau. Salut!